répondre à votre invitation, donner quelques points de vue par rapport à l'actualité, surtout internationale, je dirais diplomatique, par rapport à la dernière sortie médiatique du président Paul Kagame. Tout à fait. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt sa sortie médiatique où il a sorti certains éléments qui pour nous restent importants, nécessaires pour pouvoir effectivement avancer dans notre volonté commune qui est de trouver la paix. Ce qu'on pourrait retenir du speech ou des éléments évoqués par le président Paul Kagame, bien sûr, le président rwandais. Premièrement, c'est la reconnaissance des troupes, de ces troupes en République démocratique du Congo. C'est un mea culpa qu'il a fait, directement ou indirectement, mais pour nous, le message est passé, comme quoi qu'il reconnaît la présence de ces troupes sur le sol congolais. Le deuxième élément qu'on pourrait retenir de sa sortie, c'est que il a justifié la présence tout en donnant les justificatifs qui sont les siens, dont principalement deux. Il a parlé de réfugiés congolais qui seraient au Rwanda, qu'il a divisé en deux parties, 100 et 15 000, donc qui font au total 115 réfugiés congolais qui sont au Rwanda, qui lui posent problème. Venus en deux temps, ceux-là qui ont fait déjà 23 ans et ceux-là qui sont entrés actuellement. On va les développer aussi. Et un autre élément de fond qu'il a parlé, qu'il a donné, c'est la chasse au FDLR. Ce sont ces deux grands éléments qu'il a mis en avant qui justifient la présence de ces troupes sur le sol congolais. À ce qui nous concerne, prenons le premier élément, c'est l'élément des vagues de réfugiés congolais au Rwanda qui doivent retourner au Congo. C'est une question perplexe et compliquée à aborder, dans le sens que d'une part nous avons le droit international qui reconnaît les droits d'asile, et de l'autre côté, il s'agit aussi de comprendre quel type de réfugiés que le président nous met en exergue. Je commencerai par la deuxième partie. Quand il parle, lui, des réfugiés qui sont au Rwanda il y a 23 ans, donc 23 ans, c'est la rupture avec le Mobutisme, c'est la chute du maréchal Mobutu, c'est l'entrée de l'AFDEL. Or, nous savons tous que l'AFDEL a été soutenu par le Rwanda pour renverser le régime de Mobutu. Donc, ne pourraient être réfugiés à cette époque-là, ce ne sont que ceux-là, sur le plan politique, qui n'auraient pas soutenu justement le pouvoir rwandais. Parce qu'on doit se dire que le pouvoir de Mobutu, longtemps, était un pouvoir en intelligence avec le pouvoir du président Habyarimana. Donc je trouve ça sur le plan politique contradictoire que ceux qui ont combattu le pouvoir rwandais actuel, le régime actuel, aillent se réfugier de nouveau, aillent se donner entre les mains de leurs ennemis d'hier. Donc ça ne tient pas trop debout. Mais si on parlera des réfugiés économiques, oui, on peut comprendre parce qu'il y a eu guerre, les gens se sont déplacés, ils se sont mis de l'autre côté. À ce moment-là, il serait mieux que le président Kagame s'adresse à l'organisation internationale, à l'ONU, plutôt, non, à l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés, pour pouvoir en même temps traiter ces cas de réfugiés.
de ceux-là qui souhaiteraient retourner au Congo, les identifier, mettre la machine en place pour le processus. Ça ne se ferait pas par une menace militaire. Ça, c'est clair. La deuxième des choses, toujours dans cette branche, comme je dis, il y a le droit international. Le droit d'asile est reconnu. Donc, nous dirons que le régime actuel du Rwanda va à l'encontre du droit international à ce qui concerne le droit d'asile. Ce sont des éléments qu'il nous faut analyser. Et pour moi, ce sont des argumentaires qui ne tiennent pas debout, que le président Paul ne devrait pas avancer parce que ce n'est pas solide. Là, je vous donne des éléments comme ça, là, en passant, sans pour autant les analyser d'une manière profonde. Il cite la deuxième vague de ces réfugiés, les 15 000 qui ont subi les atrocités actuellement et qui se retrouvent au Rwanda. Mais déjà, contextualisons encore la chose. Le Rwanda et le Congo, dans la partie Est, je me pose la question si l'on peut vraiment parler d'une frontière stricte, d'une identification nette et d'une distinction congolo-rwandais, rwandais-congolo. Si pas la question des territoires que nous connaissons qui pose déjà problème ou depuis un certain temps, on sait que le Rwanda réclame une partie des terres aux Congolais avec multiformes d'argumentaires. Soi-disant, c'était les anciennes terres rwandaises que le Congo aurait pris. Soi-disant, le Rwanda est trop petit pour regorger toute sa population et que le Congo doit céder. Il y a plusieurs arguments finalement qui créent des confusions pour un seul objectif. Là, nous interprétons sans pour autant donner des pistes et des solutions. Si vous me demandez une piste de solution, je dirais que pour moi, c'est le droit international. C'est le respect de la souveraineté des États et puis c'est la coopération régionale, la coopération peut-être bilatérale aussi, je peux dire, entre États pour voir comment est-ce qu'on règle les problèmes, de la libre circulation, les problèmes des activités économiques, les problèmes justement des activités politiques. Ce sont ces trois piliers qu'il faut mettre en place pour pouvoir résoudre effectivement cette question. Oui, effectivement, quand je dis les 15 000, je me pose la question aussi, avant de parler de 15 000, au Rwanda, y a-t-il pas de réfugiés? Ce ne sont que des Congolais qui sont réfugiés au Rwanda. Est-ce que les réfugiés congolais qui sont au Rwanda posent-ils problème au régime rwandais? Menacent-ils la stabilité, la loi rwandaise? La stabilité rwandaise sont-ils une menace pour l'État rwandais? Il faut répondre à toutes ces questions. Si tel est le cas, il faut les justifier. Et si tel n'est pas le cas, il faut effectivement les démontrer. Et puis, bon, voilà, laissons le droit agir. C'est comme ça qu'il faut résoudre ces problèmes. La question de la présence militaire rwandaise en RDC, c'est là où, comme on dit, se posent les grands soucis, les grands problèmes. Je ne sais pas au nom de quelle loi internationale qui permet à un État tiers de venir installer sa force militaire à un autre État tiers, souverain de son État, pour raison de sécurité. Si vraiment il y a un problème d'insécurité qui touche les nations, qui touche les pays, je pense que les deux pays devraient trouver une solution pour justement des accords, comme on dit, de protection bilatérale, qu'il n'y ait pas une attaque qui vient d'un pays tierce pour attaquer l'autre pays. Et si ces accords ne sont pas non plus faits pour des raisons X ou Y, cela ne permet en aucun cas un autre pays de venir installer. Si c'était protéger la frontière, on peut encore comprendre, mais installer ses forces dans un autre pays tierce, ça devient une violation. C'est une violation territoriale, c'est une violation des droits internationaux, c'est une violation d'un État qui nécessite une réplique
d'où il faut un bon leadership de l'autre côté pour pouvoir répondre à ce genre de comportement. Donc, c'est comme ça que nous interprétons, nous, la présence militaire rwandaise au sein de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, c'est vrai, c'est un problème sérieux. Nous préconisons la paix, nous voulons la paix. Nous avons dit que nous sommes voisins et nous resterons voisins. Déjà, de par cet aspect de faire que nous soyons voisins, nous sommes obligés de développer, de trouver des solutions pour qu'il y ait la paix. La première solution, comme on l'a dit, c'est le respect du droit international. Mais nous croyons et nous pensons que les politiques ont leurs agendas cachés qui ne permettent pas à ce que nous arrivions justement à trouver de bonnes solutions. Raison pour laquelle la société civile s'organise, en tout cas nous du côté congolais, en deux temps. Premièrement, organiser un dialogue inter-congolais, question de réunir, d'harmoniser nos différends afin de trouver une réponse collective et commune à donner à la société civile de l'autre côté du Rwanda. Et deuxièmement, ça serait un dialogue entre les pays, les populations des Grands Lacs, qu'on mette les points sur les i, trouver des solutions afin que la paix règne et que tout le monde trouve son compte. Voilà les aspects que nous mettons en place pour justement trouver la paix. En ce qui me concerne, le voyage du président Macron, moi ça me réjouit. Si je peux ne pas avoir des retombées financières ou une reconnaissance par rapport à ma démarche, mais je suis fier d'avoir mis en place une démarche qui a abouti sur le plan international. Je crois que ça serait un de mes meilleurs succès politiques sur le plan international. Si on ne veut pas parler de moi aujourd'hui pour des raisons X ou Y, un jour, parce que l'histoire est vraie, on ne changera pas l'histoire, on finira par parler de nous sur cette démarche pour sauver la planète, où nous avons mis en avant la question de la forêt équatoriale, donc des forêts tropicales, et l'Amazonie, où nous avons mis en avant justement la République démocratique du Congo, mais transformée aujourd'hui au bassin des pays des forêts équatoriales, et de l'autre côté de l'Amazonie, bien sûr, le Brésil et la Colombie y compris. Donc, je pense que moi-même, je me réjouis d'avoir fait un bon travail sur le plan international. Merci beaucoup.